Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1078 de One Piece. Un chapitre qui m'a particulièrement plu. Le dernier chapitre de 1077, vous le savez, j'avais pas été fan de tout ce qui se passait dans le chapitre. Là, au contraire, je suis plutôt assez fan. Alors, il se passe pas 10 000 trucs, mais le peu qui s'y passe, j'étais assez content. Je suis très content de qui est le traite, mais on y reviendra à la fin. Parce que j'estime que enfin bref, je vous dirai à la fin de la critique. Mais ouais, un chapitre qui m'a particulièrement plu. Course contre la montre. Donc Oda nous remet encore, comme il aime bien le faire, cette notion un peu de il faut se bouger, il faut que ça avance. On l'avait, souvenez-vous, Agnès Lobby, le fait que il faut qu'on avance parce que sinon Robin va être enlevé et va passer la porte de la justice. On l'avait un peu à Wano Kuni avec toutes ces bombes et Onigashima qui pouvait s'écraser sur Wano. Donc assez intéressant. Moi j'aime beaucoup quand il fait ça. Page de couverture les amis où on voit le Germa 66, Caesar et Judge ont fini de se mettre sur la gueule. On peut voir d'ailleurs Raiju et Yonji je suppose, le frère je pense, peut-être, qui souffle en mode enfin il casse les pieds les vieux parce que ils font une nouvelle alliance qui s'appellera maintenant les Neomads. Assez intéressant, ça permet de refaire la fusion de dieux scientifiques qui s'étaient rendu compte, souvenez-vous, dans la page de couverture du dernier chapitre, que le problème c'était Vegapunk et qu'en fait eux, ils s'aiment bien, ils vont pas se gêner. Tu veux faire des armes, tu veux faire des expériences sur des cobayes, tu veux faire des clones avec des armes, tu vois. Ils ont dû trouver un, excusez-moi, ils ont dû trouver un terrain d'entente, un terrain scientifique où ils sont d'accord. Et en vrai, c'est assez cool. Moi, en fait, c'est con, mais j'aime pas les persos. Mais quand j'ai vu les deux sur la page de couverture se serrer la pince là comme ça et être en mode là, est-ce qu'on va bosser ensemble? J'ai été hype. Je me suis dit putain, ils seront cool. Et ça m'arrive pas tous les jours, surtout avec César et Dutch. Donc voilà. Donc on reprend le chapitre, on arrive sur ceci qui donc est avec Jinbe et explique à Sentomaru un peu comment ça s'est fait. Donc il explique que Vegapunk, ce que c'est le gouvernement, c'est qu'il a continué des recherches à post celle de Ohara, qu'il a appris encore plus de choses, que vu que l'île est protégée et qu'il y a de l'armement dessus, les Séraphins par exemple, c'est pour ça qu'ils envoient pas 10 bateaux, 10 navires de guerre comme un Buster Call classique, mais 100 navires de guerre, plus Kizaru, plus Saturne, etc., etc. Même si elle précise pas Saturne, mais du coup, nous on fait le lien. Donc ça permet à Sentomaru de prévenir les civils scientifiques de s'en aller, de survivre, de s'échapper. Un peu ce qui s'est passé, souvenez-vous, lors d'Ohara. En fait, Ohara, c'est une horreur parce que Akainu en a fait une horreur. Parce que, encore plus, je veux dire. C'est-à-dire que, souvenez-vous, Ohara, ce qui se passe, c'est, ils viennent pour les archéologues. Le CP chope les archéologues. Ils vont pour détruire Ohara. Et là, le bateau de civil des gens d'Ohara est abattu par le bateau d'Akainu à l'époque qui était vice-amiral, souvenez-vous. C'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait il aurait dû avoir des survivants civils, mais il y en a pas à Ohara parce que Akainu choisit de les tuer pour prendre aucun risque, quoi. Et là ça va être pareil, vous pouvez en être sûr. Donc on voit tous les scientifiques qui s'enfuient et qui écoutent ce que Sentomaru a dit. On retourne sur le combat avec Lilith, Usopp, Franky. On voit que Franky est à moitié paralysé. Alors ça, j'ai pas trop compris. Je sais pas. Je trouve pas d'explication en fait qu'il soit paralysé, enfin, en pierre qu'à 3/4, parce qu'en fait, on voit que ses deux jambes sont en pierre et toute sa partie droite. Et là, on assiste à la mort d'un deuxième Vegapunk. On assiste à la mort de Pythagore. Qui se fait tuer par S-Snake. Pour moi, j'y vois, j'adore la musique, en plus il passe au ça. Pour moi, j'y vois une énorme ref à Dragon Ball que je trouve très touchant. J'aime pas du tout moi ce délire de
de vouloir mettre une hiérarchie dans les mangas, tu vois, parce que beaucoup de gens disent oui, Dragon Ball est meilleur que Naruto, Naruto est meilleur que One Piece, One Piece est meilleur que Naruto. Non, en fait, ils sont différents, c'est des choses différentes, c'est des œuvres différentes qui vont te toucher plus ou moins l'une ou l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que quoi qu'on puisse dire, n'importe quelle œuvre que tu préfères, c'est-à-dire moi, mon œuvre préférée, si je prends le One Piece, Naruto, Dragon Ball, c'est One Piece. Ça n'empêche pas que j'ai grandi avec Dragon Ball et que quand tu t'intéresses au manga, tu sais que Dragon Ball pour les shonen, Nekatsu, c'est une énorme référence. C'est une énorme référence, tu vois, genre c'est énormément de mangaka ont du respect pour Dragon Ball pour tout ce qu'il a fait pour ce qui est le manga, tu vois. Et quand je vois un robot se faire écraser d'un coup de pied par le dessus comme ça, je revois celle qui est grâce C16. Voilà. Alors il y a pas Sangohan pour devenir un Super Saiyan 2 et lui péter la gueule à Snake. Mais voilà, moi j'ai vu ça, je sais pas si vous l'avez eu, mais j'ai eu ce petit moment en mode Oda, si tu y as pensé, et je pense qu'il y a pensé, c'est sympa, tu vois. Donc, elle écoute pas Froki, forcément, elle s'en bat les couilles. Là, ensuite, on arrive sur Atlas. Atlas, Chopper et Robin. Avec Robin qui dit quelque chose de très intéressant, qui dit... non, mais de toute façon, il n'y a pas de risque. Nami, elle a crié. Les séraphins sont déchaînés, mais si Nami crie, il y a toujours quelqu'un qui vient la secourir, vous inquiétez pas. Et c'est réel en fait, c'est réel. Alors dans cet arc, c'est Sanji, mais souvenez-vous, je suis partisan du fait que Oda dit qu'il ne mettra pas de romance dans One Piece, mais j'estime qu'il en a mis et caché. Mon premier exemple et mon exemple, pour moi, c'est à mes yeux, attention, je ne dis pas il y a de la romance dans One Piece, je dis à mes yeux, il en a subtilement mis Luffy Nami. Combien de fois Nami fait ce que Robin dit, c'est-à-dire Kree est en danger et on voit Luffy venir la sauver. C'est un délire. Et d'ailleurs, dans le film One Piece Gold, ça partait la scène où Grand Tesoro va pour éclater Nami et qu'on voit, vous savez, on voit le parallèle entre Luffy qui tient Nami et lui il se voit avec sa femme, avec celle qu'il aimait. Bon, bref, mais du coup j'ai bien aimé ça parce que c'est vrai, du coup ce qu'elle dit c'est que Nami était en danger et que un sauveur de l'équipage est venu la sauver et ce n'est pas n'importe qui, c'est Sanji. On va parler de Sanji juste après. Assez intéressant du coup parce qu'on voit que Atlas repense encore une fois à ce labo caché dessus, il commence à faire le lien en mode bon le seul endroit où vraiment on n'y est pas allé c'est là-bas, on y va. Donc on peut supposer que dans les prochains chapitres on va avoir une rencontre entre Atlas, Robin, Chopper et donc la traître. Donc assez cool. Et Vegapunk du coup. Assez cool. Néanmoins, on verra après aussi que S-Hawk, donc le Séraphin de Mihawk, s'est en allé. Donc il peut y avoir un beau medley au même endroit. Ensuite, on retombe sur Edison qui a l'air très mal en point aussi. Il n'est pas détruit. Donc pour moi... il est toujours en vie, Edison, contrairement à Pythagore et Shaka. On voit que très sympa, Brook, vous savez, il utilise sa technique où il peut sortir son âme de son corps pour aller faire fouiller et fouiller. Donc très cool. Ce qui est cool, c'est qu'on va voir, je suppose, un point de vue de la vision de Brook sur ce qui se passera dans le sous-sol avec les combats sûrement. Et puis là, on arrive sur donc le sauveur de Madame Nabi, Sanji. Qui donc un coup de poing du Séraphin de Jinbei. Les amis, je vous dis ça là, maintenant c'est une théorie, mais je suis persuadé à 100% maintenant que Sanji est un lunarien. Voilà. Pas un lunarien complètement, mais Judge a utilisé des gènes de lunarien sur Sanji. Pourquoi ? Parce que trop de points communs. Premier point commun. Alors oui, il a pas les flammes dans le dos, mais il prend pas de dégâts. Ok. Sauf que le truc, c'est qu'en fait, l'expérience de Judge a inversé les caractéristiques lunariennes chez Sanji. Pourquoi je dis ça ? Quand ses flammes ne sont pas actives, il est intouchable. Intouchable. Quand ses flammes sont actives,
c'est là où il te fait énormément de dégâts. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, Sanji peut te faire très mal sans ses flammes. Mais néanmoins, s'il veut être à pleine puissance, il faut que soit ses flammes soient activées, ses flammes classiques, soit que son Ifrit Janbei soit activé. Donc ses flammes au-dessus. Donc dans tous les cas, s'il veut vraiment t'infliger, mettre sa puissance maximale, je suppose qu'il doit activer ses flammes. Et qu'en activant ses flammes, il perd sa résistance. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir, parce que c'est pour ça que je vous dis que c'est pure théorie ce que je vous dis là, parce qu'en fait, je ne sais pas s'il peut prendre, s'il est autant intouchable avec les flammes activées, mais pour moi, en fait, là, je suis persuadé, je n'étais pas contre ceux qui disaient la possibilité gène du Mirameranomi, gène lunarien, machin, mais pour moi, je me disais bon, oui, il fait des flammes, mais c'est pas assez. Là, pour moi, ça y est. En fait, ça y est, le fait qu'on ait eu des cases en mode Zoro, Lucci qui tape sur les séraphins et ça leur fait rien, et là on a un peu le même principe. Alors Sanji dit la puissance de l'amour, mais pour moi, voilà, les gars, pour moi, Sanji gène de lunarien 1000%. Seul souci, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, ces effets des gènes lunariens sont inversés. Excusez-moi. Sont peut-être réversés grâce à la potion, enfin vous savez, au médicament qu'avait pris la maman de Sanji quand elle était enceinte, et que c'est peut-être ça qui a inversé ses pouvoirs. Voilà. Donc voilà, vous avez ma théorie. On revient sur Zoro, Luffy qui continue de taper les séraphins. On voit que, comme je vous disais, le séraphin de Mihawk s'est en allé. Il va donc envoyer, Zoro va prendre la décision de le suivre et d'aller l'affronter. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Théorie. Non, c'est pas vraiment une théorie parce que moi, ce que j'imagine, c'est tout simplement que la traître a appelé le séraphin de Mihawk et qui va les rejoindre dans le sous-sol. Là, pourquoi je vous dis ça va être incroyable, le fait que Brook ait sorti son âme de son corps, excusez-moi, pardon, c'est que en fait, mais il va y avoir on se rend pas compte de la dinguerie qu'il va y avoir dans le sous-sol en fait, parce qu'il va y avoir Séraphin de Mihawk, la traître, Atlas, Chopper, Robin, Zoro et Kaku. D'ailleurs très drôle, merci Oda de continuer à nous faire des scènes d'humour comme ça dans One Piece. Luffy qui appelle Kaku Usopp, non mais n'importe quoi. Et en plus, Kaku qui réagit pas au premier truc, qui dit putain mais vous êtes casse-pieds. Ouais, Renoir. Et je m'appelle pas Usopp d'ailleurs. Luffy relance une attaque sur le Séraphin de Kuma. Ce qui est très intéressant, c'est le fait que c'est Lucci qui l'utilise un peu qui le coach de Scotch me bouche les gars, excusez-moi. C'est donc Lucci qui un peu le coach et qui lui dit il faut que tu gardes ton sang-froid, si tu continues comme ça on ne pourra pas les battre. Et je trouve ça assez drôle en fait que ce soit Lucci qui dit à Luffy arrête d'être impulsif et plus de sang-froid. Alors parce que Luffy c'est vrai qu'il a un peu ce problème là, il a un peu ce problème de foncer dans le tas et j'avise avec ce que j'analyse dans le combat, parce qu'on parle tiens, je faisais par exemple un parallèle avec Dragon Ball pour la scène avec la mort de Pythagore. Luffy est un génie du combat comme Sengoku, c'est-à-dire que Sengoku souvent il va dans le tas, tu vois, mais il analyse bien, il comprend bien. Luffy il a un peu ça, tu vois. Et sauf que en fait ce que lui dit Luffy c'est bien arrête, en fait ça ne marche pas tout le temps en fait. Des fois tu t'auras pas le temps d'analyser, t'auras pas le temps de faire des échanges de coups jusqu'à savoir comment t'y prendre. Et je trouve ça assez intéressant. Et derrière, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça les amis, le narrateur qui va nous apprendre et nous dévoiler ce qu'il se passe depuis 3 mois et ce qu'il s'est passé. Assez intéressant quand même, je fais un petit aparté. Nous voyons Bonnie. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu, Bonnie. Nous la voyons en pleurs. Mais en pleurs, les amis. Quand pas possible. Devant les souvenirs de Kuma. Et on peut voir qu'elle est dévastée. Donc
on voit quoi avec le narrateur? Nous apprenons que Vegapunk a bien fait des recherches, que quelqu'un a bien trahi Vegapunk, qu'il a appelé le gouvernement, qu'il a appelé une fois en disant il fait des recherches sur le sac oublié. Ils sont venus inspecter le CP5, ils ont rien trouvé, hop, enlevé, ils envoient une autre équipe parce que le traître appelle et dit donnez-moi le Gorosei. Il fait vraiment des recherches, venez, ils reviennent et au final donc il confirme qu'il y a sûrement des recherches et donc il faut l'assassiner. Et derrière, l'empereur Luffy au chapeau de paille a fait son apparition, ce qui a bien emmerdé tout le monde, que ce soit Akainu et la marine, donc l'armée, ou que ce soit le Gorosei avec les 5 étoiles. On apprend aussi, via le narrateur, que c'est un incident qui va bouleverser le monde au-delà de l'imaginable. Donc, assez hâte de voir la suite. Je pense qu'on est quand même sur la fin d'Agathe. Voilà. Moi, je pense... Je vais pas vous mentir, je pense qu'on est sur la fin d'Agathe. Voilà. Maintenant, combien j'habiterai, j'en sais rien. Mais pour moi, on est sur la fin d'Agathe. Pour qu'on ait le narrateur qui nous dit ça, c'est que c'est sur la fin d'Agathe. Derrière, une case avec chacun. Ok. Cette petite case, elle est horrible parce qu'il est... S'il est survécu à ça, ouais. Ouais. Parce que là, il a l'air vraiment mal. Et là, voilà. Double page. Et York. York et la traite, les amis. Pour moi, elle s'est fait embobiner. On lui a promis monter merveille. Sauf qu'en fait, je la comprends. Vous le savez, si vous suivez ma chaîne et vous suivez mes critiques depuis un moment, je n'aime pas Vegapunk. Je souhaite pas ce qui arrive au Vegapunk même. Mais York, c'est une horreur, sa vie, en fait. C'est-à-dire que, en fait, je la comprends. Je la comprends qu'elle est trahisse. Je la comprends qu'elle veuille être la seule Vegapunk. Sa vie se résume, en tant qu'être vivant, à manger, pisser, chier, dormir pour les autres. Alors qu'elle a la même connaissance, qu'elle a la même intelligence, qu'elle est autant une scientifique que... Bravo Vegapunk. Bravo Docteur Vegapunk. T'es tellement con que au lieu de te laisser à toutes toutes tes facettes, tu vois, il aurait pu faire de York une scientifique qui puisse faire ses propres recherches, qui puisse s'amuser, qui puisse aimer le monde, qui puisse aimer la science. Non, il a créé, il lui a donné la vie juste pour qu'elle chie, qu'elle mange et qu'elle dorme pour les autres. Elle n'a pas de vie. Et donc, je trouve ça totalement logique qu'elle pète un plomb et qu'en se faisant embobiner en lui disant si tu trahis, enfin, je sais pas si elle s'est fait embobiner, mais je comprends en fait. Tu vois, je comprends. Alors après qu'elle veut devenir Dragon Céleste, je comprends pas. Je suis un peu comme Vegapunk. Je me dis putain, mais pourquoi c'est horrible personne, etc. Mais quand elle dit, je trouve ça compliqué tous ces Vegapunk. Ça s'émeut s'il y en avait qu'un seul au monde. Mais oui, en fait, oui. Oui, c'est normal qu'elle pense comme ça. Elle ne peut pas penser autrement, elle n'a pas vécu sa vie de Vegapunk. Sa vie de Vegapunk, c'était manger, chier, pisser, dormir pour les autres. Mais comment vous voulez qu'elle ait pas envie de vivre? Sauf que pour vivre normalement, il faut que les autres meurent. Parce elle est le transit intestinal, elle est le rythme de sommeil de tous ces cons. Est-ce qu'on se rend compte? Donc en fait, je la comprends. Et en fait, vu que j'aime pas Vegapunk et que je trouve qu'il a fait... Et en fait, il a merdé sur plein de trucs, dont York... Bah, bien fait pour toi en fait, franchement bien fait pour ta gueule, bien fait pour votre gueule en fait. Alors après tout le délire où elle veut devenir Dragon Céleste, pour moi c'est qu'elle a dû peut-être être entourloupé le cerveau vite fait par Im quand elle était au téléphone avec elle, tu vois, enfin communication avec elle, ou par le Gorosei qui a dû lui vendre mondes et merveilles. Mais ouais, franchement, je suis pas choqué quoi. Et tu vois, et en fait je trouve ça mal ce qu'elle fait, tu vois, c'est pas bien.
Mais en même temps, je la comprends. En même temps, je la comprends. Voilà. En même temps, je la comprends. Et en plus, je trouve que la page est incroyable. J'adore, je la trouve magnifique. Je trouve que York déjà est un magnifique personnage au niveau de la plastique. Je sais pas comment dire. Elle est, je sais pas. Elle est choupie, tu vois. Et en plus, je trouve qu'elle a un air. Alors, je sais pas si c'est l'inspiration qu'Oda aurait pris. Mais dans moi, les médecins un peu scientifiques qui deviennent un peu fous, Harley Quinn, il y a pas le Joker, hein. Mais Harley Quinn, moi, c'est une des rares dans ma culture, à moi personnellement. Je sais pas, elle m'y a fait penser, tu vois. Quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, elle me fait penser à Harley Quinn, tu vois. Petite scientifique, qui fait des recherches machin, qui pète un plomb, qui devient un peu méchante, tu vois. Voilà. Là, le chapitre se conclut, les amis. Donc, on a la révélation du traître, incroyable. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ceux qui sont pas contents que ça soit York. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des raisons pour que ça soit elle, et qu'en fait, c'est vraiment plutôt logique. Les amis, si cette critique analyse vous a plu, n'hésitez pas à bourrer les j'aime, à cliquer sur ce putain de bouton. Ça vous prend pas beaucoup de temps, mais ça fait du bien pour la chaîne. À vous abonner en cliquant ici. La dernière critique est juste là. Et puis on se retrouve pour le chapitre 1079, les amis. J'ai hâte de vous retrouver. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.